Les États-Unis ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis au moins 40 ans. Ils ont envoyé un sous-marin nucléaire armé en Corée du Sud. Et ce n'est pas n'importe quel sous-marin. Nous parlons de l'United States Ship Kentucky, un véritable monstre. Appartenant à la classe Ohio, ce géant est capable de lancer des missiles balistiques avec des ogives nucléaires. En d'autres termes, il est capable de faire beaucoup de dégâts, et certainement aucun pays ne veut voir l'un d'eux naviguer près de sa côte. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce mouvement inattendu de la part des États-Unis fait partie d'un accord secret avec la Corée du Sud, qui a été conclu en avril dernier. La raison ? Préparer la Corée du Sud à répondre à toute attaque nucléaire venant de son frère plus au nord. Seulement, il y a ici un détail important. Cette démonstration de force a eu lieu en juillet 2023 et depuis lors, les tensions entre ces pays n'ont fait qu'augmenter. Un bon exemple s'est produit au début de cette année, lorsque la Corée du Nord a décidé de montrer sa propre puissance. Dans les premiers jours de janvier, les Nord-Coréens ont effectué un test avec un nouveau missile balistique à portée intermédiaire. Mais ce qui était le plus impressionnant dans cette histoire, c'est que ce missile était équipé d'une ogive hypersonique. Et voulez-vous savoir pourquoi c'est si préoccupant ? Parce que les armes hypersoniques sont extrêmement difficiles à suivre et à intercepter. Après tout, elles voyagent à plus de 5 fois la vitesse du son. La Corée du Nord a affirmé à cette occasion que son nouveau missile a volé à 12 fois la vitesse du son, parcourant environ 1500 km. Selon Kim Jong-un, ce lancement a clairement montré à ses rivaux ce qu'ils font. Il en a profité pour bien préciser que son pays est totalement prêt à utiliser tous les moyens pour défendre ses intérêts. Et le plus effrayant ? Ils disent que ce missile contiendra de manière fiable tout rival dans la région du Pacifique. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est que ce lancement était venu pratiquement comme une provocation. Après que le secrétaire d'État des États-Unis, Antony Blinken, ait visité Séoul, la capitale sud-coréenne. Lors de sa visite pour discuter avec les dirigeants de la Corée du Sud, Blinken a affirmé que la Russie prévoit de partager une technologie spatiale et satellitaire avancée avec la Corée du Nord. Et plus inquiétante encore, il a affirmé que les Russes pourraient être proches de renverser leur engagement de décennies en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, reconnaissant la Corée du Nord comme une puissance nucléaire. Il se trompe celui qui pense que le lancement de ce missile a été un cas isolé. Un autre événement marquant a eu lieu en octobre de l'année dernière, lorsque la Corée du Nord a lancé un missile balistique intercontinental qui a volé pendant 86 minutes. Un exploit impressionnant après tout, c'est le vol le plus long jamais enregistré. Avant de tomber dans les eaux à l'est du pays, le missile a atteint une hauteur de 7000 km, ce qui signifie qu'il aurait pu couvrir une distance beaucoup plus grande s'il avait été lancé horizontalement. Le ministère de la Défense de la Corée du Sud, à l'époque, s'est prononcé en disant que ce test avait pour objectif de développer des armes qui tirent plus loin et plus haut. Et c'est exactement la préoccupation. Selon les experts, la Corée du Nord développe des missiles qui peuvent atteindre le territoire continental des États-Unis, même en portant une ogive plus grande et plus lourde, ou même plusieurs ogives. Cette menace croissante venant de la Corée du Nord a conduit les États-Unis à prendre des mesures drastiques. L'une d'elles a été la création du groupe consultatif nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Sud, dont l'objectif principal est de discuter et de faire avancer certains plans entre ces deux pays, y compris des directives pour la planification nucléaire et stratégique, ainsi que de définir les moyens de répondre à l'agression nord-coréenne. Lors de la première réunion de ce groupe, les deux pays ont émis une déclaration conjointe, affirmant que toute attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou leurs alliés
est inacceptable et entraînera la fin de ce régime, une menace directe et sans précédent. Malgré cela, on ne peut nier que ces progrès militaires croissants de la part de la Corée du Nord sont préoccupants. En février de cette année, le général Gregory Guillou, chef du commandement nord des États-Unis, a même lancé une alerte inquiétante. Il a dit « La Corée du Nord continue de défier le régime international de non-prolifération et d'avancer son programme d'armes stratégiques. » Vous souvenez-vous du lancement réalisé par la Corée du Nord en janvier ? Dans ce test, ils ont utilisé le Hwasong-19, un missile balistique intercontinental qu'ils considèrent comme perfectionné. Eh bien, c'est de ce missile dont Grégory parle avec une grande inquiétude. Selon lui, le Hwasong peut probablement livrer une charge nucléaire à des cibles dans toute l'Amérique du Nord. Et cela finit par minimiser la capacité des États-Unis à fournir un avertissement préalable de lancement. La réponse nord-coréenne n'a pas tardé. Seulement 2 jours plus tard, le ministère de la Défense de la Corée du Nord a publié un communiqué condamnant les déclarations du commandant américain. En d'autres termes, ils ont accusé les Américains d'être hypocrites et ont dit qu'ils font ces accusations comme prétexte pour gagner la supériorité dans la région. Mais sachant tout cela, vous vous demandez probablement si la Corée du Nord est vraiment une si grande raison de s'inquiéter. Après tout, nous parlons d'un pays avec une pauvreté extrême et qui traverse une crise alimentaire depuis longtemps. Eh bien, voici un détail impressionnant à leur sujet. La Corée du Nord possède l'une des plus grandes armées du monde, avec environ 1 300 000 militaires actifs. Selon l'Institut international d'études stratégiques, le pays a également environ 600 000 réservistes et 5 700 000 réservistes de la Garde rouge des travailleurs paysans parmi de nombreuses unités non armées. La Corée du Nord est également l'un des 9 pays au monde connus pour posséder des armes nucléaires. Elle a construit plusieurs missiles qui, selon l'entreprise, peuvent être équipés de bombes nucléaires, allant d'armes tactiques à courte portée à d'énormes missiles balistiques intercontinentaux. Avec une portée potentielle pour atteindre n'importe quel endroit aux États-Unis. Le stock identifié se situe entre 2500 et 5000 tonnes métriques d'armes chimiques. Étant l'un des plus grands détenteurs d'armes chimiques au monde, ils ont été projetés avec force dans l'air comme des rochers. Ne se situant derrière que les États-Unis et la Russie. Et selon les estimations de 2024, la Corée du Nord maintient un arsenal d'environ 50 armes nucléaires, mais possède probablement suffisamment de matière physique pour un total approximatif de jusqu'à 90 dispositifs nucléaires, selon le type d'ogive. Comme vous pouvez le voir, malgré tout, ils ont un arsenal d'armes qui doit être pris au sérieux. Surtout parce qu'il a été en constante augmentation ces dernières années. Et face à cette menace, l'administration Trump a décidé d'agir. Ils ont commencé par envoyer le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, à Munich en Allemagne, où ils ont organisé une réunion avec les ministres des Affaires étrangères du Japon et de la Corée du Sud. Lors de cette rencontre, qui a eu lieu en février de cette année, les 3 pays ont réaffirmé leur engagement en faveur de la dénucléarisation complète de la Corée du Nord et du maintien d'un régime de sanctions efficaces contre le programme d'armement du pays.
Pour rendre l'atmosphère encore plus tendue, cette réunion a eu lieu à peu près au même moment où un autre sous-marin nucléaire américain a accosté à la base navale de Busan, en Corée du Sud. Nous parlons de l'United States Ship Alexandria, un sous-marin d'attaque rapide d'environ 110 mètres, armé jusqu'aux dents de missiles Tomahawk et de torpilles MK-48. C'est Tomahawk au 38. Lors de la réunion, les trois pays ont également convenu de renforcer leur défense et leur dissuasion, y compris l'expansion des exercices militaires entre eux et le renforcement des capacités militaires du Japon et de la Corée du Sud. Comme on pouvait s'y attendre, la Corée du Nord n'était pas du tout satisfaite de cette réunion. Dans une déclaration publiée peu après, le gouvernement nord-coréen a vivement critiqué le secrétaire d'État Marco Rubio pour l'avoir qualifié d'État paria et a déclaré que ses commentaires sont grossiers et sans sens ne représentaient pas les intérêts des États-Unis. C'était la première critique directe du pays envers le gouvernement Trump. Trump s'est déjà réuni 3 fois avec Kim lors de son premier mandat et a toujours parlé avec enthousiasme de ses relations avec la Corée du Nord. Il a même qualifié Kim de gars intelligent et a dit qu'il prévoyait de le recontacter. La Corée du Nord n'a jamais répondu à ces commentaires de Trump, mais les essais d'armes de Kim et son discours agressif nous donnent probablement une idée de l'état actuel de ces relations. La semaine dernière, par exemple, Kim a inspecté une installation produisant du matériel nucléaire et a demandé le renforcement de la capacité de combat nucléaire du pays. Mais qu'est-ce que nous pouvons attendre à l'avenir ? Quelles sont les options réelles pour les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord ? Selon un rapport récent de l'Institut de la paix aux États-Unis, il y a essentiellement 3 voies possibles. Premièrement, maintenir les sanctions économiques tout en cherchant à contenir militairement par le biais d'alliances régionales. Le rapport indique que cette approche a contrôlé la situation, mais n'a pas produit la dénucléarisation souhaitée. Deuxièmement, chercher un petit accord, c'est-à-dire négocier un gel partiel du programme nucléaire nord-coréen en échange d'un allègement limité des sanctions. Cette option reconnaît la réalité que la Corée du Nord ne renoncera probablement pas complètement à ses armes nucléaires à court terme. Et enfin, une approche plus ambitieuse qui travaille vers la normalisation des relations, tout en abordant les préoccupations de sécurité des deux côtés. Le Congrès américain s'est également exprimé sur la question. Pour eux, maintenir et renforcer les alliances traditionnelles des États-Unis en Asie est fondamental pour traiter efficacement avec la Corée du Nord. Le rapport souligne spécifiquement l'importance de la coopération triangulaire entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud comme pilier central de la stratégie de confinement dans la péninsule coréenne. Cette vision est partagée par de nombreux experts en sécurité nationale qui soutiennent qu'une stratégie efficace doit inclure une coopération étroite avec les alliés régionaux, surtout face aux liens croissants entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Et maintenant, avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, tout indique que le dialogue avec la Corée du Nord pourrait être rouvert. Il y a des indications que les préparatifs pour de nouvelles discussions sont déjà en cours. Des sources de la Maison-Blanche ont révélé qu'une équipe de diplomates américains a déjà commencé à travailler sur un éventuel plan pour de nouvelles négociations. Un conseiller en sécurité a récemment confirmé que certains canaux de communication discrets sont déjà en train d'être établis et que le président est déterminé à trouver une solution diplomatique qui protège les intérêts de sécurité des États-Unis et de ses alliés. De plus, le département d'État a formé une force spéciale dirigée par des diplomates expérimentés qui ont participé aux négociations précédentes avec la Corée du Nord. Leur mission est d'établir les paramètres pour d'éventuelles discussions futures et d'identifier les points de levier qui pourraient être amenés Kim Jong-un à la table des négociations. Et cela nous amène à une question importante pour vous. Si vous étiez à la place du président Trump, quelle approche choisiriez-vous ? Maintenir les sanctions et la pression militaire ?
Chercher un accord limité qui gèle le programme nucléaire nord-coréen là où il est, ou risquer une stratégie plus ambitieuse de normalisation progressive des relations? Donnez votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine!